insulaire, devenu patrimoine historique et touristique. En France, on pense en premier lieu aux plages du débarquement en Normandie ou aux tranchées de Verdun. Mais la Moselle-Est est riche aussi d'édifices qui peuvent aujourd'hui se visiter. Et tous les trois, vous représentez des sites emblématiques du secteur qui font partie de la ligne Maginot ou de la ligne Maginot aquatique. La première question, elle est vraiment pour vous trois. En ouvrant ces sites aux visiteurs, vous visez quel public ? Le public local déjà avant tout, parce qu'on s'est quand même rendu compte que malgré la richesse du patrimoine, les gens n'ont pas toujours conscience que c'est un patrimoine militaire, notamment pour ce qui concerne la ligne Maginot aquatique. Donc faire diffuser cette information localement et par le bouche à oreille et de par également les organismes de tourisme, toucher des gens plus larges et notamment donc les passionnés d'histoire qui viendront donc découvrir les vestiges qui existent encore. Au Fort Cassot, vous vous adressez plutôt aux passionnés ou vraiment au grand public ? On s'adresse à tout le monde, c'est tout le public que l'on veut toucher, que ce soit les scolaires dans le cadre de devoirs de mémoire, les plus grands, les étudiants, d'autres associations également, tout ce qui a trait à l'histoire, de faire connaître cette page d'histoire qui est très méconnue, la ligne Maginot. On lui a donné tellement de surnoms, de mauvaises intentions, de mauvais fonctionnements, qu'il est de notre devoir de réhabiliter cet édifice qui a été fait de la ligne Maginot, qui est un ensemble de fortifications qui a rempli les missions qu'on leur avait données et qui ont été tellement décriées qu'il faut quand même faire quelque chose. Au Cimserof aussi. En ce qui nous concerne, notre ambition, ça a été de toucher un public le plus large possible parce que, justement, on a compris ce que vient de dire notre ami Morvan, c'est que la ligne Maginot est très mal connue à travers la France. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des intoxications. À l'époque, c'était top secret. On a fait croire que c'était un mur des souterrains qui longeaient tout le long de la frontière et ces fortins là qui devaient protéger ces frontières-là. Or, en fait, c'est pas ça du tout, puisque ce sont des ouvrages dont les blocs de combat sont reliés entre eux, mais pas forcément entre ouvrages eux-mêmes. Et donc l'idée, c'était de reprendre ce qu'on avait expérimenté à la Citadelle, c'est-à-dire des visites automatisées de manière à économiser du personnel, parce que ce que je dois dire, c'est que le Cimserof a été conservé par l'armée jusqu'à longtemps. On va y venir. Et s'adressait surtout à des spécialistes. Et il nous coûtait relativement cher. Il y avait une convention tripartite entre la commune de Bitche, conseil général, mais aussi l'armée qui était propriétaire. Et d'entretenir des guides, il fallait trouver autre chose. Et l'idée, à travers cette muséographie qu'on a mis en place dans les années 2000, un peu avant déjà, c'était de donner un côté ludique à la chose de manière à attirer justement la grande foule. Et ça ne nous a pas trop mal réussi. Et bien justement, on va le voir en image, cet exemple du Cimserof, qui a donc rouvert ses portes au public en 2002, ça fait 15 ans. Et ça va vous donner un aperçu, en fait, de ce que vous pouvez voir sur place. Tout se cache derrière les grandes façades bétonnées que vous voyez derrière nous. Le Cimserof, c'est un ouvrage qui a été construit entre les deux guerres et qui avait pour principe de servir à la défense des frontières de la France. Dans un ouvrage comme le Cimserof, il vivait 876 militaires lorsqu'il était occupé. Notre visiteur, il découvre l'ouvrage en 3 étapes. La première étape, c'est tout simplement à travers un montage vidéo d'une vingtaine de minutes qui évoque l'entre-deux-guerres. Deuxième étape,
il prend un ride, qui est un petit véhicule à traction électrique, qui va lui permettre de visiter les galeries principales. Nous avons une scénographie, on apprend la manière dont les militaires vivaient au sein du Cimserhof. Puis il y a un troisième temps, qui est la visite du casernement. La visite du casernement qui se fait à pied, avec un guide, et où on retrouve toute une série de fonctions principales au niveau de l'ouvrage. Notre objectif à nous, c'est d'être assez grand public. C'est-à-dire, on ne s'adresse pas nécessairement à un public d'érudits, à un public de spécialistes de la ligne Maginot. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de faire passer de façon relativement simple un message sur ce qu'était cette période, si vous voulez, de l'entre-deux-guerres, du début de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose d'assez remarquable à voir, c'est un élément de notre patrimoine historique. Alors on parle de sites de guerre. Roland Hof, est-ce que ça a été un long combat de pouvoir ouvrir les portes du Cimserhof au grand public? Ça n'a pas été facile, évidemment, parce qu'il fallait se donner les moyens, et c'est grâce à la collaboration du Conseil général qui a quand même largement financé cet ouvrage. Il s'agit de quelques millions. C'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre les ouvrages qui sont animés, comme le Fort Cassot, par des bénévoles qui ont forcément moins de moyens. Donc sur ce plan-là, au moins, ça a été un peu plus facile, mais il y a toutes ces contraintes administratives qui se sont ajoutées sur ajoutées. Et comme je vous l'ai dit, il y a 3 partenaires, il fallait tous les mettre d'accord, trouver les financements pour enfin aboutir à la réalisation qui aujourd'hui est visible. D'accord. Alors vous en parliez là justement du Fort Cassot, il a quelques kilomètres à vol d'oiseau du Cimserhof. Bernard Morvan, on peut le visiter depuis quand, le Fort Cassot? Alors, le Fort Cassot a été repris par une association de bénévoles qui a entrepris sa restauration à partir de 1987. Il y a eu 3 ans de mise aux normes, c'est-à-dire électrique, eau, de manière à pouvoir avoir l'autorisation d'accueillir du public. À partir de 1990, le Fort Cassot a été ouvert aux visites et il est ouvert maintenant quasiment toute l'année. On a une petite période de fermeture entre le 15 novembre et le 15 mars, mais sur coup de téléphone, il n'y a aucun problème, il y a toujours quelqu'un de disponible pour le faire visiter. D'accord, et puis on vient en même temps d'en voir quelques images, on va en voir encore au fil de ces émissions. Mais je me tourne vers vous d'abord, Philippe Cueillère. La ligne Maginot aquatique, c'est plus compliqué parce que là, il s'agit vraiment de plusieurs sites et même de tout un territoire. Alors vous allez nous détailler ça dans un instant, mais on va essayer d'avoir d'abord un aperçu avec des images du barrage de Holvin. Sur la route de l'étang de Hirbach, on passe sur un pont jouxtant une bien étrange structure. Il s'agit là des vestiges les mieux préservés d'un barrage du dispositif d'inondation défensive de la ligne Maginot, classé monument historique avec son blocos. 5 barrages ont été construits le long du Mutterbach. Fermés en octobre 1939, ils ont permis de noyer tout le lit de la rivière en quelques semaines. L'étang, un peu plus loin, fait aussi partie du dispositif, même si aujourd'hui les baigneurs ont un peu oublié sa vocation militaire première. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout à l'heure, il était question de toutes les contre-vérités, tout ce qui a pu être dit de complètement faux sur la ligne Maginot. La ligne Maginot aquatique, je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est pire, mais finalement, elle n'est pas connue du tout. Voilà, donc cette ligne Maginot aquatique, bon, c'est déjà un maillon tout à fait atypique, on va dire, de la ligne Maginot, puisque sur la ligne Maginot, on va retrouver côte à côte ce qui se faisait de plus moderne, on va dire, en matière de fortification avec le Fort Cassot ou le Cimserhof, et à côté de ça,
on va utiliser un obstacle naturel qui était l'eau, qu'on utilisait finalement depuis la nuit des temps pour se protéger d'un prédateur ou d'un ennemi. Et donc ces deux systèmes vont cohabiter dans le cadre de la ligne Maginot. Donc concernant la ligne Maginot aquatique, il faut peut-être préciser que cette expression, ce n'est ni un terme militaire ni un terme d'historien, puisque c'est le tourisme qui a mis cette expression en avant en s'inspirant du titre d'un livre qui avait été écrit par M. Paul Marc. Et donc en 2010, on a créé une route de la ligne Maginot aquatique qui n'est en fait qu'un concept de mise en valeur touristique du territoire. Donc, parce qu'il y a différents ouvrages, différents lieux, des barrages, etc. Ils appartiennent à qui ? Voilà, donc là, on est en milieu ouvert. Donc, si vous voulez, historiquement, ces ouvrages ont été construits entre 1932 et 1934 sur les vallées du Motorbard, de l'Albe et de la Sarre. Et donc, concernant la vallée du Motorbard, ces ouvrages ont été remis en état après-guerre, donc dans les années 50, ont été entretenus par l'armée jusqu'en 1970. Et en 1970, l'armée a vendu ces ouvrages, c'est-à-dire qu'ils ont été démilitarisés. Et donc, à ce moment-là, les différentes communes qui avaient des étangs sur leur territoire les ont acquis, les ont achetés. Donc là, on se retrouvait avec un héritage, on va dire, de plus de 300 hectares qui se composait en 6 étangs sur 4 communes principales. Et donc, ces communes allaient tout mettre en œuvre pour valoriser ces étangs, mais d'un point de vue touristique uniquement. C'est-à-dire que la partie historique, elle a été mise un peu de côté. Et donc, on a fait évoluer ces sites. Donc, c'est une reconversion fonctionnelle en sites touristiques, donc de pêche ou de baignade, et maintenant également de sites de randonnée. Donc, maintenant, chaque commune est propriétaire de 200 étangs, mais du fait effectivement qu'on soit sur un site ouvert, ça nous permet, nous, associations, de faire un circuit de découverte, donc qui va couvrir l'ensemble du territoire en partant de Sarralbe, donc du musée de Sarralbe, et en remontant à la vallée du Motorbard pour visiter différents sites, donc des circuits qu'on peut faire un peu à la demande, mais donc qui généralement passent par Remerin, Putelange et qui termine à Ost. Donc là, on a un aperçu global et général de ce qu'était la ligne Maginot aquatique. D'accord. Le Fort Cassot, je m'interroge aussi, le propriétaire, c'est qui aujourd'hui ? Le propriétaire, c'est la commune. Tout a été racheté par la commune au début des années 90. Avant, il y avait une convention avec l'armée. Et la commune en est devenue propriétaire. Et depuis, c'est une association de bénévoles qui la gère. D'accord. Eh ben, on va voir maintenant en image le changement de propriétaire du côté du Simserhof. C'était il y a 5 ans, avec une signature historique en 2012. 3, 2... Le Simserhof appartient désormais à la communauté de communes du Pays de Bitche. Cet événement intervient en 2012, année qui coïncide avec le 10e anniversaire de l'ouverture de l'ouvrage au public. C'est donc, Monsieur le Ministre, un très beau cadeau d'anniversaire que vous nous offrez aujourd'hui. Gérard Longuet est venu signer l'acte de cession officielle par le ministère de la Défense de la responsabilité du site historique du Simserhof à la communauté de communes du Pays de Bitche. Il n'y a pas chez nous un lâche soulagement de penser que nous n'aurons plus à entretenir ces galeries. Il y a la fierté et le bonheur d'avoir trouvé des partenaires de qualité avec lesquels nous avons bien l'intention de prolonger ce chemin de la mémoire qui est au fond un des ressorts de la solidité de notre pays. En 10 ans, le Simserhof est devenu l'un des sites emblématiques de la ligne Maginot. En 2011, il a accueilli près de 40 000 visiteurs. Actuellement, seuls le casernement et le magasin de munitions sont accessibles au public. Mais cet acte de cession ouvre désormais de nouvelles perspectives. Pour nous, c'est important parce qu'au niveau de l'ouvrage, déjà, parce qu'on a une partie qu'on ne pouvait pas visiter. Donc ça va nous donner la possibilité de faire visiter les blocs de combat qui sont au nombre de 6 pour pouvoir encore élargir la visite au niveau du Simserhof. Alors en 5 ans, qu'est-ce qui a changé ? Roland Hof, est-ce que c'est plus facile depuis que c'est la communauté de communes qui est propriétaire du site ?
Forcément, c'est plus facile parce que d'abord, sur le plan financier, la communauté de communes dispose quand même d'un financement plus large que ce qu'on pouvait avoir auparavant. En plus, on bénéficie toujours de subventions, tout ce qui concerne les équipements. Par contre, pour le reste, la Comcom finance d'ailleurs une grande partie de ce qu'on pourrait appeler quand même un déficit de fonctionnement, puisque les entrées, nous stagnions à 40 000 entrées à peu près, de bon an, mal an. On se maintient quand même, c'est déjà pas mal, et ça ne couvre pas les frais, justement. Donc c'est la communauté de communes qui finance aussi bien l'entretien, les rénovations, voilà, les investissements, les frais de fonctionnement, oui, tout. Rénovation aussi, nous avons quelques projets, mais là c'est la communauté de communes qui intervient, puisque le département maintenant n'est plus partie prenante. Il se contente de subventionner au coup par coup. D'accord. Et au Fort Cassaux, financièrement, ça se passe comment? Vous vous portez bien? Qui tient les cordons de la bourse? C'est l'association, c'est le trésorier de l'association. Nous, nos ressources, c'est les visites. Les subventions, pour nous, on passe à côté. Mais enfin, on vit quand même bien, on n'a que des bénévoles. Donc, je n'ai pas de masse salariale, donc on s'en sort très bien. Oui, donc la clé, c'est le bénévolat. Mais du coup, s'il y avait des travaux à faire, s'il y a des projets que vous voulez mener, il faut vous adresser à qui pour les travaux, financements? on les étale dans le temps, mais j'ai une très bonne commune. J'en dirai pas plus. D'accord, donc surtout la commune et puis l'huile de coude des bénévoles. C'est surtout là-dessus que l'on compte. Ce qu'on met, on met beaucoup de temps, mais ce qu'on fait, on le fait bien et on essaye de le refaire comme c'était à l'époque. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est notre projet. Alors, du côté de la route de la ligne Maginot Aquatique, c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, il y a plusieurs communes, pas forcément les mêmes volontés. Vous faites comment pour, dès qu'il y a des choses à faire au niveau des ouvrages, s'il y a par exemple de la rénovation, de l'entretien, des projets qui financent? Donc on avait sélectionné les sites, on va dire, remarquables, donc qui permettaient de faire une visite globale. Donc on a un barrage qui a été sécurisé par la commune de Rémerin, donc c'est elle qui s'occupe de l'entretien du site. Après on a également sur Host toute la partie technique, donc là également c'est la commune qui à l'époque des travaux de renaturation avait fait les travaux nécessaires, et donc effectivement au point de vue fonctionnement, mais il n'y a pas grand-chose à investir actuellement, puisque ce sont des installations qui sont protégées, donc dans des locaux, donc effectivement peu d'investissements financiers en tout cas pour le fonctionnement des visites qu'on peut faire. Mais peu de possibilités de financement si jamais vous aviez un projet. Effectivement, donc là, ce serait beaucoup plus compliqué quand même de monter une demande de subvention avec des communes, puisque là, on est sur des fonctionnements totalement différents entre un budget communal et une association. D'accord, ce qui est dommage quelque part, parce que pour renforcer l'attractivité de vos sites, de tous les sites, il y a régulièrement des expositions temporaires, des conférences, donc tout ça, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de financement, que ça va être du bénévolat. Du côté de la ligne Maginot Aquatique, il y a même eu une tentative de festival. Alors je vous propose de regarder le reportage, c'était à Barst et c'était en 2011. C'est une première sur le saillant de Barst et un baptême du feu pour le tout nouveau président de l'association socio-culturelle de Barst, Henri Desrolets. Voici le festival de la ligne Maginot Aquatique qui rassemble quelques stands et une bourse aux armes à proximité du site historique. L'enjeu, c'est d'attirer un nouveau public. Encore méconnu, le site vaut le coup d'œil. Sa fréquentation accuse pourtant une légère baisse en 2010. Là, par exemple, on a sous le tunnel un abri. Et en fait, les gens vivaient comme à la campagne. Ils faisaient leurs légumes. Donc on voit des choux, des carottes. Ce festival est peut-être le début d'un renouveau. L'association ne manque pas d'idées pour compléter le circuit de la ligne Maginot Aquatique. Dans les cartons, par exemple, une scène en forme d'arène pour des spectacles, une infirmerie, un atelier ou un canon de 75 pour la costaude. Il faut imaginer ici un canon de 75 mm français. Donc ici, on avait un canon. Et là-bas, on a tout ce qui est couchette, donc c'était la partie repos. Donc il y avait, on va dire, deux équipes. Une équipe qui était en partie repos pendant ce que l'autre travaillait, et
et inversement. C'est un court-métrage destiné à la muséographie. Sur le territoire de Barst, cette zone est inondée volontairement en 1940 pour stopper la progression allemande. La ligne sera percée, abandonnée par les soldats français. Aujourd'hui, le site est ouvert tous les 3e dimanches du mois et les visites guidées comme les célèbres repas du soldat sont reconduits. De plus, l'endroit servira de cadre à un court-métrage documentaire tourné en septembre prochain. Non, c'est bien. De revoir, de retracer un peu. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, certains trucs, certaines choses. Ouais. Alors le présent est beaucoup moins rose. Barst, cette année, c'est fermé. Voilà, donc le site de Barst est fermé depuis le début de l'année pour des raisons de sécurité. Donc effectivement, le festival à l'époque avait permis de faire connaître et le site de Barst, mais également, on va dire, le circuit route de la ligne Maginot aquatique. Et donc aujourd'hui, malheureusement, certaines associations ont plus de difficultés que d'autres à se pérenniser et donc à poursuivre ce devoir donc de faire connaître l'histoire du secteur. Oui, parce que ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs communes qui sont propriétaires des ouvrages, mais vous êtes aussi plusieurs associations à vous en occuper. Voilà, donc après, une des particularités de la ligne Maginot aquatique, c'est que la route de la ligne Maginot aquatique, en fait, elle ne se superpose pas de façon parfaite au tracé des inondations. Donc ça avait été une volonté du département à l'époque de scinder, enfin d'agrandir un peu la zone d'influence de la ligne Maginot aquatique, de ne pas se tenir strictement au tracé des inondations, et de ce fait-là, le site de Barst, qui est en dehors en fait de la ligne Maginot historique, avait pu exister à travers cette route et donc mettre en valeur les intervalles. Et donc maintenant, ce qui reste de ce circuit, c'est le circuit de découverte entre Ost et Sarralbe, où donc là, on est vraiment sous les ouvrages hydrauliques tels qu'ils existent encore aujourd'hui. D'accord. Le repas du soldat dont il était question, ça existe toujours? On peut toujours faire ce genre de visite atypique? Ça s'est arrêté avec la fin des activités sur le site. Donc actuellement, le site est totalement à l'arrêt. D'accord, malheureusement. Alors, on parlait de festival, il y a aussi parfois des animations de grande ampleur, il y a carrément des spectacles son et lumière, des journées de reconstitution. Tout ça, ce sont bien sûr des temps forts qui ont un grand impact. Alors, je suppose que c'est très compliqué à mettre en place, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours haut en couleur et ça fait venir du monde, c'est évident, ça permet de parler des sites. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants, parce que je voudrais d'abord qu'on regarde un reportage d'archives. Alors ça a été filmé en 2012 et c'était justement lors d'une journée de reconstitution et c'était au Fort Cassot. Hommage aux morts de 1940. La drôle de guerre n'est pas ce dont le grand public entend parler le plus lorsqu'on évoque la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, cette guerre-là n'a rien eu de très drôle. Sur la ligne Maginot, après la bataille de France de mai 40 et la signature de l'armistice, on s'est encore battu à certains endroits jusqu'à la mi-juillet. Aujourd'hui, le Fort Cassot, vestige de cette ligne de fortification, remonte dans le temps. Et si l'on peut voir les soldats français à leur poste, sur la prairie autour du bloc numéro 3, s'est installé un camp de la Wehrmacht. Alors c'est vrai que ça peut paraître étrange. L'uniforme allemand, l'armée allemande, la Wehrmacht, donc je tiens quand même à le préciser, a gardé donc des traces dans nos mémoires collectives sur des atrocités. Alors c'est vrai que nous on n'a pas pour objectif de faire l'apologie de quoi que ce soit. Nous c'est clairement de montrer les conditions de vie, la vie quotidienne déjà dans l'ouvrage pour les Français et pour les Allemands, donc les troupes en campagne. Parce que on peut difficilement expliquer également les différences, le pourquoi de la victoire allemande sur les troupes françaises donc en 1940, sans présenter leur matériel, sans comprendre comment ils vivaient. Et c'est vrai que ce sont des vrais Allemands, donc ils ont ce poids sur leurs épaules. On le dit souvent, les historiens le reconnaissent. Et par là, donc, c'est bien de montrer que la Wehrmacht, il n'y avait pas forcément que des adhérents au parti national-socialiste et des gens avec les têtes brûlées qui venaient, qui pillaient, etc., etc. Dans cette association de reconstitution historique, chaque membre possède son matériel propre. Aujourd'hui, les reproductions d'uniformes existent, mais on trouve encore des ustensiles d'époque à montrer au public.
fait dignement. Sur le site du Fort Cassot, on peut aussi visiter un nouvel espace qui aura mis 2 ans à sortir de terre. Alors tout à fait, on a depuis maintenant 2 ans fait des travaux pour présenter des équipements qui étaient placés donc à l'arrière de la ligne Maginot. On a souvent critiqué son manque de profondeur, il y en avait. Et donc c'est les troupes d'intervalle, donc les troupes qui étaient à l'extérieur des fortins de la ligne Maginot, qui ont installé des tranchées, qui ont installé des abris. L'automne 1939 était très pluvieux et l'hiver était très rude, donc il a bien fallu se mettre en position pour pouvoir rester en place, surveiller la frontière, les mouvements de troupes allemandes, et c'est ce qu'on a voulu reconstituer ici, avec des postes de tir, une cloche d'observation et un petit abri qui pouvait être occupé dans ces conditions-là. Hein, c'était dedans, on déposait des munitions, les gens allaient se reposer à l'abri, et il y avait un livre, vous voyez, c'est du fabrication d'époque. Le banc a une caractéristique, c'est que ce banc, il est marqué derrière 153e RIF. Ça nous a été apporté aussi par quelqu'un. Cet équipement est visible lorsqu'on vient visiter le fort lui-même. Prochain rendez-vous au Fort Cassot, ce sera les Journées du patrimoine en septembre, où un spectacle son et lumière sera proposé sur le site. Bernard Morvan, est-ce que vous avez encore des gros événements de ce type qui sont organisés au Fort Cassot? On essaye de s'aligner un peu sur tout ce qui se fait, que ce soit la nuit des musées, que ce soit les journées du patrimoine. On essaye de présenter toujours quelque chose de nouveau. Maintenant, on a fait la dernière journée du patrimoine, on a fait une visite dans le noir, c'est-à-dire que chacun avec sa lampe électrique, ça donne une autre vision, et effectivement, ça intéresse les gens. Des gens qui étaient venus le voir normalement éclairé sont revenus le voir à la lueur des lampes électriques. Notre but étant, nous, de faire que l'ouvrage soit vu comme il était à l'époque. Donc, tous les travaux que nous commençons dedans, nous les faisons de manière à ramener l'ouvrage tel qu'il était dans les années 1940, avec le plus près l'authenticité de tout ce qui était, que ce soit l'électricité, que ce soit le fonctionnement des filtres, que ce soit le fonctionnement des moteurs, le fonctionnement des cuisines. Et justement, à l'occasion de ces journées de reconstitution, on met l'ouvrage en état de guerre. C'est-à-dire que les gens vont venir, il y a déjà l'extérieur qui est animé, mais à l'intérieur, ça va être animé aussi. C'est-à-dire que dans les cuisines, il y a des cuisiniers, à l'usine, il y a des mécanos qui mettent en route. Partout, il y a des gens dans les chambres, il y a des gens qui jouent aux cartes. Et il faut que les gens, quand ils ressortent de là-dedans, ils aillent passer un moment comme ils étaient en 1940. Et dans la visite traditionnelle que l'on fait, c'est pas des scénettes qui sont faites, c'est le guide qui explique tout ça. Et notre but étant que quand ils sont rentrés, ils ne connaissaient pas la ligne Maginot, ils ne savaient pas comment les soldats vivaient, quand ils sortent, il faut qu'ils le sachent. Et ça, c'est notre but. À peu près tout, avec toutes les explications. Mais vous êtes combien pour faire tout ça? C'est une grosse association. On est 18 actuellement. D'accord, donc quand vous faites des reconstitutions, vous faites comment? On a des copains, on a des gens d'autres associations. On a des Allemands en tenue qui viennent, vous les avez vus sur le reportage. On a également un campement américain. Et on arrive à totaliser, cette année, on a totalisé 78 reconstituants. Et pour maintenir tout ça, on a suffisamment de monde dans l'association et suffisamment de relève? C'est juste, mais on va certainement recruter, on a des gens qui veulent venir, mais le problème de fonctionner avec des guides bénévoles, c'est qu'on est soumis à leurs contraintes personnelles. Hein? On avait beaucoup de jeunes. Ces jeunes ont poursuivi des études. Ils ont des niveaux d'études maintenant. Ils ne trouvent pas de travail dans la région. Donc, c'est Tourcoing, Strasbourg, Colmar. C'est un peu partout. Mais on arrive à les regrouper pour une activité. Mais tout au long de l'année, ils ont leur vie. Hein? Et ils se marient. Aussi. Ça va être de leur faute. Au Simsorow, ça se passe comment? Est-ce que vous avez aussi des gros événements, des temps forts dans l'année? Bien sûr, ça arrive régulièrement. D'ailleurs, je vous invite très prochainement, le 29 octobre, nous organisons une marche autour de l'ouvrage
Et ça va évidemment ramener la foule des marcheurs, puisque ça fait partie de la fédération, avec le club vosgien notamment. Donc conquérir un des nouveau sports, public. comment on appelle ça, la fédération sport des nature, sports sport randonnée, IVV. IVV. Oui. Et donc, oui, les sigles sont encore pour moi un peu question. Et donc, ça amène du public. Et c'est vrai que ce qu'on fait un peu partout, c'est justement de créer des événements qui font venir un autre public qui va découvrir et qui va se dire « Oh ben c'est pas mal, je vais revenir ». Et de la même manière, nous avons organisé déjà des repas insolites, puisque ça fait fureur en ce moment, et c'est quand même assez marrant que de dîner avec des grands chefs quand même qui concoctent ces repas dans les souterrains où vivaient des soldats à la gamelle. Et puis c'est vrai qu'on a eu le même souci que le Fort Cassot, c'est-à-dire de garder. On a commencé par une muséographie et on s'est très vite aperçu qu'il fallait faire ce qui a été fait au Fort Cassot, c'est-à-dire montrer cette ligne Maginot dans son jus tel qu'elle était. C'est pour ça que nous avons organisé maintenant un deuxième stage de visite qui connaît également un succès. Vous savez, je vais faire une comparaison un peu osée. Quand vous voyez une jolie femme à l'écran, ça vous met l'eau à la bouche. Mais quand vous pouvez la toucher, c'est autrement plus jouissif quand même. Et là, la ligne Maginot, elle est dans son jus, vous pouvez la toucher, vous pouvez vivre ce qu'ont vécu les militaires de la même manière. Et c'est ça qui fait vraiment un plus. Alors nous, on a peut-être un peu plus facile parce que c'est une différence majeure par rapport à toutes ces associations de bénévoles. Nous avons des bénévoles aussi, mais nous avons surtout des salariés qui font marcher cet ouvrage tout le temps, et nous étions condamnés à réussir. Pourquoi? Parce que cet ouvrage est quand même un ouvrage type. C'est du point de vue de l'architecture, de l'armement, c'était vraiment l'ouvrage modèle, l'ouvrage type de la ligne Maginot. C'était un des plus grands, le 4e par exemple. Et donc, l'armée, c'est pas anodin, l'armée a conservé cet ouvrage à ses propres frais, alors qu'elle en a vendu beaucoup plus, très longtemps. Et la preuve, c'est que le Zimserhof a été vendu il y a 5 ans seulement. Donc ça prouve bien. Et pourquoi l'ont-ils gardé? Parce qu'il avait ce caractère exceptionnel et qui leur a permis pendant de longues années de faire visiter cet ouvrage à toutes les têtes couronnées, les états-majors de la terre entière. Il y a beaucoup de gens importants qui ont défilé pour voir cet ouvrage, parce que voilà, c'était ce qu'il fallait vivre. Alors évidemment, il y a encore des choses à faire, mais bon, j'ai l'habitude d'envoyer régulièrement chez les collègues les touristes, et j'en rencontre beaucoup dans mon établissement, pour vraiment leur faire prendre conscience de ce que c'est réellement la ligne Maginot. Et mon ambition à moi, mon souhait à moi, serait qu'on réalise un peu ce qui se fait sur le mur de l'Atlantique, c'est-à-dire un cheminement, vous l'avez fait au niveau de la ligne Maginot aquatique, et qui le mérite bien parce qu'elle est encore moins connue que ce que nous faisons, mais on pourrait relier tous ces ouvrages parce qu'ils se complètent admirablement, cette ligne Maginot aquatique. Le Fort Cassot, c'est vraiment l'ouvrage type d'infanterie, et le Zimserhof, qui est le gros ouvrage d'artillerie. Il faut ajouter, et là aussi, on a la Comcom s'apprête à acheter d'ailleurs un abri caverne, parce que ça c'est le 3e élément qui compose cette ligne Maginot. Ce sont des abris où la troupe d'intervalle était abritée lorsqu'on était en état de guerre, alors que d'habitude ils étaient dans des casernements extérieurs. Moi j'aimerais bien qu'on réussisse à relier tout ça et à faire une espèce de pack global, de package, parce que le tourisme militaire, moi je considère que pour le pays de Beach c'est un atout. On a vraiment tellement de choses à montrer qui sont encore aujourd'hui dans l'ombre, et je pense que si nous nous associons
pour trouver la formule qui permet Écoutez, de marcher. on vous a déjà réunis sur ce plateau télé, c'est un joli rêve, chargez à vous de mener ce projet. Philippe Cueillère, vous, votre rêve, parce que ça sera le mot de la fin aussi de cette émission, votre rêve, ça serait quoi ? Nous, d'organiser les grands événements, c'est quand même beaucoup plus difficile puisqu'on est sur des sites disséminés sur le territoire. Donc, effectivement, nous, ce qu'on fait comme action, c'est d'une part les visites guidées, les conférences, mais également d'accompagner des groupes de marcheurs qui ne sont pas au départ spécialement des publics intéressés par le militaria, mais les emmener sur ces cheminements. Et il faut savoir également que les visites qu'on organise, d'une visite à l'autre, elles peuvent changer puisqu'on les agrémente à chaque fois de documents d'époque. Et il se trouve que la collection peut s'enrichir d'une visite à l'autre. Donc on peut avoir des photos, des témoignages qu'on présentera à telle visite qu'on n'avait pas avant. Donc nous, notre souhait, ce serait effectivement donc, de pouvoir continuer ça. Et comme le dit M. Hof, donc de faire un maillage entre les différents sites, puisqu'on est absolument parfaitement complémentaires, et ce serait quand même une très bonne façon de faire connaître cette histoire à travers les 3 types d'ouvrages qui existent. Donc, gros ouvrage pour le Simserhof, petit ouvrage d'infanterie pour Cassot, et nous, donc, pour les intervalles et la ligne Maginot aquatique. Voilà. Bernard Morvan, vous avez le même rêve ? Oui, Ou il y en a encore aussi plein d'autres. il y en a encore, mais effectivement, de faire un pack complet, mais j'ai bien peur que ça soit très difficile, parce que ça mobilise, si vous voulez, quasiment une journée complète, voire 2 jours, pour que les gens puissent faire ça. La visite au Fort Cassot, si elle est bien faite, dure aux alentours de 3 heures. Oui, mais ça pourrait être un système, un passeport de visite où on tamponne sur chaque site et qui est valable, par exemple, pendant une saison. On a des fonctionnements totalement différents. On a des fonctionnements totalement différents entre une régie, entre une association. Ah là, c'est plus le frein administratif. Du côté administratif, ça avait déjà été tenté. Il y aurait peut-être une solution par l'intermédiaire d'un office du tourisme. Mais l'office du tourisme, si on voit les 3 sites qui sont ici, on est 2, c'est sur une office du tourisme, l'autre est sur l'autre office du tourisme. Chacun travaillant pour sa gamelle, donc ça me semble assez difficile. Bah alors du coup, votre rêve, c'est quoi? Mon rêve, c'est de continuer mes rénovations dans le fort, d'agrémenter encore l'extérieur, puisqu'on est en train encore d'améliorer. Il faut voir que cette année, on a quand même fait une route pour aller au bloc 1. On a un chemin maintenant devant le bloc 1. Chaque bloc est accessible de l'extérieur. Donc pour nous, c'est déjà un plus. C'est un plus déjà au point de vue sécurité. Parce que s'il y a quelque chose qui se passe dans un bloc, les pompiers peuvent arriver tout de suite. C'était un de nos rêves. Petit à petit, tous nos rêves se concrétisent. On voulait ce chemin semi-entiéré que vous avez vu, on est arrivé à l'avoir. Petit à petit, tout se réalise. Maintenant, il faut qu'on se repenche un petit peu plus sur l'intérieur pour le refaire comme il était au moment, refaire fonctionner tout. Le moteur fonctionne, les filtres à air, une partie fonctionne. L'électricité, on est en train de la refaire avec des conformités, bien sûr, mais en utilisant les matériels de l'époque, que ce soit les lampes, les interrupteurs, les boîtes de dérivation. Mais c'est un travail colossal. Donc, et très long. Donc, mais ça, on va y arriver. On fait pièce par pièce tous les ans, mais on y arrivera. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et à tous les 3 que vos rêves se réalisent parce qu'ils sont importants pour le patrimoine du secteur. Merci beaucoup à tous les 3. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.